Bonjour, chers Gatinois, chères Gatinoises. Je suis Olive Kamaniana, conseillère municipale de la ville de Gatineau. Bienvenue à ce 3e épisode de mon podcast sur le centre-ville de Gatineau. Comme vous le savez, mon intérêt pour le centre-ville de Gatineau est à la fois citoyen, politique et scientifique. Comme citoyenne, depuis la fusion, mes textes sont utilisés pour donner ardeur à notre centre-ville qui est situé à Hall. Comme politicienne, membre du conseil municipal, j'ai questionné avec impatience le leadership que je qualifie de leadership patient et cette patience devient excessive car elle est entourée par un manque d'une vision claire pour notre centre-ville. Comme scientifique, je suis inquiète de l'approche utilisée pour coordonner des actions. Surtout, ces actions sont en miettes, peu basées sur des données pour que notre centre-ville soit vigoureux. J'aimerais que le centre-ville de Gatineau soit un réel noyau qualifié comme un repère, une source de stabilité et de cohérence pour une grande ville, 4e ville, qui est la ville de Gatineau. Je crois fortement au rôle que joue un centre-ville pour une grande ville comme Gatineau. Certains scientifiques définissent le centre-ville comme un noyau de la cité. C'est un lieu spatial qui a une capacité unificatrice et intégratrice pour les secteurs qui l'entourent. Comme j'ai dit tantôt, Gatineau est la 4e ville en importance au Québec, après Montréal, Québec, Laval, et surtout Gatineau est la ville la plus importante de la région administrative de l'Outaouais. Gatineau forme avec Ottawa la région de la capitale nationale du Canada. Ottawa-Gatineau est la 4e agglomération du Canada après Toronto, Montréal et Vancouver. Depuis la fusion des années 2000, les Gatinois et Gatinoises cherchent encore à s'émerveiller devant notre centre-ville. Il est situé à Hall, mais les résidents et la population des 4 coins de Gatineau veulent s'approprier de notre centre-ville. Mais qu'est-ce que ça prend pour s'en émerveiller? Alors, pour en discuter, aujourd'hui, je reçois M. Michel Prévost, qui est le président de la Société d'histoire de l'Outaouais. La Société d'histoire de l'Outaouais veille à la diffusion de l'histoire de l'Outaouais et œuvre à la protection et à la mise en valeur du patrimoine régional depuis 1992. M. Prévost a été archiviste en chef de l'Université d'Ottawa de 1990 à 2017. M. Prévost a reçu plusieurs reconnaissances, notamment le prix d'excellence du patrimoine de la ville de Gatineau, l'Ordre de Gatineau et le prix hommage de la ville de Gatineau pour son engagement exceptionnel en patrimoine régional. Il a été choisi personnalité de l'année dans la catégorie Art et Culture par Radio-Canada et le Journal au droit et il a reçu en 2007 le prix du bénévolat Honorius Provost de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour. Monsieur Prévost, avec ce parcours, vous avez sûrement beaucoup à partager sur la revitalisation du centre-ville de Gatineau et par les entrepreneurs et surtout l'acceptabilité sociale qui sort de cela. Ma question, selon vous, qu'est-ce que ça prend d'abord pour qu'un touriste, un citoyen de Gatineau, un citoyen d'Elmer, un citoyen de Buckingham, de Masson-Angers, puisse s'émerveiller devant notre centre-ville? Bien, évidemment, si on veut attirer les gens dans le centre-ville de Hall, ça prend de la beauté. Ça prend aussi de l'activité. Alors, les gens sont toujours à la recherche de découvertes, de nouvelles aventures. Alors que les gens ne vont pas aller dans les banlieues où on retrouve que des bungalows ou des maisons plus modernes. Alors, on cherche beaucoup de choses quand on va dans un centre-ville, mais je dirais toujours qu'on cherche un beau patrimoine bâti. Et ici, par exemple, on a le quartier du musée. Oui. Les gens cherchent aussi le patrimoine bâti, mais je vous dirais le patrimoine naturel. Et nous, on a la chance d'avoir la rivière des Outaouais. On a les chutes des Chaudières, qu'enfin on commence à mettre
en valeur. Et on a un autre attrait, on va en parler plus tard, mais qui n'est pas mis en valeur, et c'est le ruisseau de la brasserie. Oui. C'est un site exceptionnel. On sent là, qu'il y a des choses qui s'en viennent, mais c'est un lieu qui est très beau. Je fais des visites guidées dans ce secteur-là, mais il n'y a pas assez de mise en valeur. Quoique, il ne faut pas oublier que le Théâtre de l'Île est vraiment un lieu qui attire les gens, non seulement du secteur Hall, mais de tous les secteurs d'Ottawa. Et je suis aussi très surpris de voir comment les Ottaviens connaissent bien le Théâtre de l'Île. Ben, ici, c'est certain que la plus grande attraction dans le centre-ville, c'est quand même le Musée canadien de l'histoire, qui est le musée le plus visité au Canada avec plus d'1 million. Mais le problème, c'est que les gens viennent au musée et retournent à Ottawa, et tout près, il y a une animation extraordinaire qui est, moi je trouve que c'est un des endroits les plus animés de la ville, la place Aubry, la rue Laval, la rue Laval, a eu beaucoup d'investissements, mais quand vous quittez le musée ou même quand vous êtes à la Maison des citoyens, qu'est-ce qui vous dit qu'à moins d'un quart, je ne sais pas, le 250 mètres, ou disons même pas un demi-kilomètre, vous avez de l'animation, vous avez des restaurants. Alors ça, je ne comprends pas que, et ça fait longtemps qu'on en parle, qu'il n'y a pas plus de panneaux, de façon de diriger les visiteurs de la ville, mais aussi les nombreux touristes. Alors, le million de touristes, là, ils viennent de partout à travers le Canada et le monde, et il y a comme une barrière à cause de toutes les grandes tours, là, et ils ne savent pas que s'ils se déplaçaient, que là, il y aurait de bons restaurants, des endroits pour boire, mais aussi il y a de l'animation. Et je l'ai bien su parce que cet été, je faisais des visites guidées de la promenade du Portage, et c'était les mêmes soirs des spectacles au centre-ville. Et il faut venir voir, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, c'est ça qui attire les gens. Quand il y a des activités, des événements spéciaux, moi, je trouve que la ligne rouge, là, la ligne historique, là, l'animation culturelle pendant tout l'été, c'est ça qui attire. Tout à fait. Et ce qui attire pas les gens, c'est des tours anonymes où finalement on n'a pas de vie le soir. C'est pas ça qui attire les gens. C'est Place Aubry, on faut être honnête aussi, après les heures de pointe, la promenade du Portage, qui devrait être une rue, qui a déjà été une rue très, très animée. Oui, surtout pendant la journée. Oui, mais quand on arrive le soir, c'est très tranquille. Alors, c'est pas la tranquillité qui attire les touristes. Les gens cherchent de la vie. Je pense que les humains sont des gens sociaux. Ils aiment les rencontres, ils aiment bouger, ils aiment l'animation. Et c'est là-dessus qu'il faut miser pour attirer, d'une part, les gens de Gatineau et ensuite les touristes. Et je dirais aussi que ce qui va attirer de plus en plus, c'est le projet Zibi, où on prévoit plein d'animations. On a redonné vie à la rivière des Outaouais. Et là, j'ai fait récemment une visite guidée. Là, puis pour la première fois, là, les chutes des Chaudières commencent à être mises en valeur. Puis ailleurs, ça fait longtemps qu'on aurait exploité ces chutes-là. Et ici, on a tourné le dos en fait, on pourrait dire depuis l'arrivée de Biédé au milieu du 19e siècle. On avait tourné le dos aux chutes à la rivière des Outaouais, mais ça, c'est en train de changer. Ça va être une attraction touristique majeure parce que le site est exceptionnel, mais on n'y avait pas accès. Exactement. Et grâce aux investissements privés, mais des investissements qui sont très bien faits,
parce que des fois, c'est pas tout le temps qu'on a des investissements qui combinent la mise en valeur du patrimoine, de l'histoire et le développement économique. C'est quand même assez bien fait, le Zibi, là. Oui, c'est bien, puis je suis certain qu'on va en reparler. C'est un endroit où on peut construire des tours sans écraser le patrimoine Exactement. bâti, parce qu'on avait beaucoup de terrains qui étaient finalement inutilisés, puis on a démoli des bâtiments qui n'étaient pas du patrimoine industriel, parce que sur la rue Taché, là, les bâtiments de la EBD, on espère, ça c'est un trésor, et éventuellement, on espère que ces bâtiments-là soient mis en valeur, mais je pense que le projet Zibi, c'est un bel exemple où on peut construire des tours, où on peut densifier la population et sans détruire notre patrimoine bâti. Puis ça, je sais qu'on va revenir sur ce point. Tout à fait. La Chambre de commerce me disait, ça fait pas longtemps, que le tourisme d'affaires, c'est quelque chose d'intéressant. Là, quand on dit touriste, on n'a pas identifié c'est quel touriste. Oui, il y a le Gatinois qui a envie de venir bénéficier, profiter de son centre-ville, prendre avantage de son centre-ville, mais on a le touriste qui vient, comme je visitais une famille, mais on a aussi le touriste d'affaires. Et on me disait que c'est quand même un grand créneau. Et est-ce qu'on vous pensez qu'on est prêt, selon vous, au centre-ville pour recevoir, en fait, pour attirer, je devrais dire, et garder ce genre de touristes? Ben, il y a le palais des congrès, mais on sait que le palais est très critiqué. Il est complètement anonyme, là, au pied de tours. Mais oui, je pense que Gatineau peut attirer un tourisme d'affaires de l'extérieur. Puis, je vais vous en donner comme preuve. Quand j'étais à l'université, on planifiait un congrès je pense que c'était l'Institut de l'histoire d'Amérique française, et on avait prévu faire ça à Ottawa. Et comme moi, je venais de Gatineau, j'ai dit, mais ils n'avaient pas pensé à Gatineau, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et finalement, ils ont vérifié et on a fait ça ici au Sheraton. Les conférences étaient à la Maison des citoyens. Je pense que Gatineau pourrait vraiment profiter de ça en disant, ben comparer les prix des chambres, des salles et tout, et on va très bien voir que Gatineau a un grand avantage sur sa voisine à Ottawa, parce qu'il y a beaucoup d'événements à Ottawa qui attirent les gens de Gatineau, mais il faut aussi l'inverse, que Gatineau prenne sa place, que son centre-ville prenne de la place, mais tout ça, ça demande beaucoup de promotion. Il faut aussi vendre la vie le soir, les restaurants. Alors, si il ne faut pas donner l'image d'une promenade du Portage qui est vide. Là, tout à fait. Il faudrait plus les diriger vers la place Aubry. Mais il y a un potentiel, mais est-ce qu'on le développe suffisamment? Ça, c'est la grande question. Ouais, mais le centre-ville inclut aussi, maintenant, la façon qu'il est dessiné, là, il inclut aussi l'université du Québec en Outaouais. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire, même en termes, je dirais, c'est peut-être l'histoire récente, la création de l'Université du Québec en Outaouais, mais ça fait quand même partie de l'histoire récente. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'allier justement patrimoine ancien et histoire ancienne et la modernité de l'histoire qui est l'arrivée du réseau de l'Université du Québec en Outaouais? Bien, l'UQO a une très, très belle grande salle maintenant. Et ce qui confirme votre approche, tout à fait. Par exemple, il y a un congrès là, qui va avoir lieu bientôt, c'est Muséologie et patrimoine. Et là, il y a des gens qui vont venir de partout, alors que oui, je ne connais pas l'utilisation de cette grande salle-là, mais il y a de plus en plus d'activités. Et ce qui est intéressant avec l'UQO, c'est vrai que les racines sont récentes, mais il ne faut pas oublier que l'UQO, par une compagnie,
est propriétaire du cimetière Saint-James, qui est le plus ancien cimetière européen de toute la région de la capitale fédérale. Mais encore un autre exemple, c'est pas mis du tout en valeur. Ça fait des années qu'on dit qu'il devrait y avoir des panneaux d'interprétation. Il n'y a même pas une enseigne qui vous indique que c'est un cimetière historique. Et pourtant, ça a été cité par la ville de Gatineau en 2012. Ça a pris 2011-2012. Ça a pris beaucoup d'années. J'ai dû faire beaucoup de démarches pour que cet endroit-là soit cité. C'est un site du patrimoine, mais qui n'est pas du tout mis en valeur. Alors, c'est un autre exemple. Il y a un potentiel extraordinaire dans ce coin-ci, mais on ne fait pas la mise en valeur. Mais je pense que, et ça, on l'a souvent souligné, on oublie d'inclure l'UQO pour être un beaucoup plus grand partenaire. On faut dire que depuis quelques années, avec Mme Laberge, là, on voit que le rayonnement s'intensifie et qu'il y a un désir de développer des liens. Alors oui, on a quand même, il y a beaucoup de villes qui auraient aimé avoir une université du réseau du Québec. Là. Et nous, on a le privilège d'avoir une université ici. Et souvent, on me dit, oui, mais elle a moins d'histoire. Mais oui, c'est parce qu'on la compare avec l'Université d'Ottawa qui a été fondée en 1848. Absolument. Les premières décennies à l'Université d'Ottawa, là, c'était petit. L'Université d'Ottawa n'est pas devenue la grande université qu'on a aujourd'hui en quelques décennies. Là. Et un jour, l'Université du Québec en Outaouais va aussi avoir ses racines et va avoir prospéré et tout, mais il faut laisser le temps. Alors, c'est un peu injuste de comparer l'Université d'Ottawa avec l'UQO parce que les racines ne sont pas du tout. L'Université d'Ottawa célèbre cette année son 175e anniversaire. Alors, il n'y a pas beaucoup d'institutions dans la région qui ont 175 ans. Alors, arrêtons de comparer avec la grande Université d'Ottawa. Je suis très attaché à l'Université d'Ottawa, mais l'UQO a un rôle très important à jouer également. Absolument, surtout qu'une université, c'est un outil de conservation du patrimoine et de l'histoire, surtout dans leur bibliothèque, surtout dans leur enseignement. Donc, des fois, on aborde le patrimoine et l'histoire de façon beaucoup plus monumentale, en termes de monuments ou en termes de bâtiments, mais il y a aussi le savoir qui est la connaissance. Et l'université, c'est aussi ça. Bien, je suis tellement d'accord avec vous. Puis, il ne faut pas oublier qu'à l'UQO, il y a un programme de muséologie et patrimoine. Et pour encourager, d'ailleurs, les étudiants à s'intéresser plus à notre patrimoine, j'ai créé une bourse. Il y a une bourse de 10 000 $ à l'UQO en patrimoine régional, mais il y a une condition. On doit s'intéresser à l'histoire, au patrimoine de notre région, la muséologie de notre région. Et d'ailleurs, j'ai une de mes boursières qui a réussi très, très bien. C'est Lynn Rodier, qui fait des visites guidées, qui fait son doctorat sur Deschênes. Alors ça, c'est un bel exemple. Une étudiante qui a ma bourse, mais qui s'intéresse à l'histoire. Elle a même découvert Mary McConnell, qui est la seule femme baronne du bois. Parce qu'en Outaouais, avant, on parlait toujours que des barons du bois. Et là, grâce à cette étudiante, on sait maintenant qu'on a eu une baronne du bois. Alors moi, je suis tellement content là, de voir qu'il y a de la relève, qu'il va y avoir des nouvelles générations qui vont s'intéresser à notre histoire, à notre patrimoine. Oui, pas tout de suite, parce que vous avez encore beaucoup d'années. Là, la relève va continuer à travailler avec vous pour longtemps. Oui, mais là, je ne suis plus un oiseau du printemps, là, quand même. Il faut penser à la relève. Très, très important, surtout au transfert des connaissances. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre la fin, mais il faut plutôt travailler ensemble pour que le savoir puisse se transférer à la relève, de vous à la relève. Et bravo pour la bourse, surtout merci. En passant. Justement aussi, le centre-ville et aussi, on va y revenir pour le patrimoine de façon plus concrète là, et la densification, mais c'est aussi certains bâtiments qui causent des discussions assez intéressantes entre partenaires, dont par exemple l'Arena Guertin. En fait, je devrais dire l'endroit où était l'Arena Guertin.
Mais d'abord, des endroits comme ça qui sont laissés, qu'est-ce que ça vous dit, vous, quand on est dans un centre-ville où on a une vision et un programme particulier d'urbanisme qui veut repeupler le centre-ville et qu'on a des endroits comme ça qui sont laissés, je dirais, non exploités en termes utilisation? Oui. Alors, il y a 2 volets qui m'interpellent beaucoup. La première chose, c'est de voir encore ces grands stationnements dans le centre-ville. Je vous donne l'exemple, là, celui qui est juste à l'arrière du SharePoint. Là. Alors, on parle de entre Notre-Dame-de-Lille, Champlain, puis c'est Hôtel de Ville et Papineau. Là. Vous avez en plein cœur de la ville un immense stationnement. On a démoli des maisons patrimoniales pour ce site-là. Et je suis certain qu'au départ, ce n'était pas pour être un stationnement. Mais là, ça fait des décennies que c'est un stationnement. Et c'est pas le seul, là, mais je vous donne cet exemple-là. Oui. Alors moi, ce qui me frappe le plus, c'est comment est-ce qu'on tolère encore de grands stationnements à ciel ouvert et après qu'on veut densifier, ben il faut au plus vite que l'on construise sur ces terrains vacants. Ensuite, une autre chose qui m'interpelle beaucoup, et c'était encore dans l'actualité récemment, dans le journal Le Droit, c'est de voir toutes ces maisons qui sont abandonnées, qu'on n'entretient pas. Et là, les voisins disent que ces maisons-là sont abandonnées depuis une douzaine d'années. Là, on parle de la rue Kent, on parle de la rue Laval. Et ensuite, la ville dit, oui, on suit le dossier. Mais comment est-ce qu'en 12 ans, on a permis finalement que ces maisons-là se détériorent, sont inoccupées et apparemment, c'est pas légal de faire ça. Tout à fait. Alors, il y a une tolérance incroyable juste d'enlever les stationnements et de s'assurer qu'il n'y a plus de maisons abandonnées. Je pense que déjà, on ferait un grand pas. Et on parlait de touristes au début, ben c'est pas des stationnements qui vont attirer des touristes ou des maisons qui sont complètement à l'abandon. C'est choquant pour les résidents de Gatineau, mais imaginez-vous un touriste qui se promène dans... Ils n'iront pas dans ce quartier-là. Il faut aller dans le quartier du musée. Ça, c'est un bel exemple. Là. Il y a des bâtiments patrimoniaux de grande valeur, puis vous ne verrez pas un grand bâtiment abandonné dans le quartier du musée. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, Exactement. on verra très peu, on verra très peu aussi de maisons à vendre. Aussi, là, très peu, parce que celui qui là, qu'on conserve, c'est un joyau. Là. Oui, tout à Donc, fait. c'est Puis, intéressant. Là, je suis très bien intéressant. d'accord avec vous. Puis là, vous me parliez de l'Aréna Gatineau. Oui. Mais il y a cet immense terrain aussi. C'est des stationnements. C'était les stationnements. On va me dire, oui, il fallait bien qu'un aréna ait des grands stationnements. L'aréna est fermée. C'est fini, là. là. Ça fait Alors, longtemps. là, il y a un potentiel extraordinaire de développement. Et je pense qu'il y a une nouvelle donne aussi. Là. Le fédéral va avoir besoin de moins en moins de bureaux. Alors, il ne faut plus entendre parler de tours pour des bureaux. Si on construit des tours, puis aux bons endroits, là, ben, c'est plus des bureaux. Je pense que c'est du résidentiel là, qu'on a besoin. Et dans la même veine, là aussi, un terrain immense aussi, là, qui est une partie pour être du culturel, mais pas près du ruisseau de la Brasserie, là, parce que je pense qu'il ne faut pas construire de tour. Là. Mais c'est immense quand on a une vue aérienne du secteur de la fonderie. Oui, c'est là où il était supposé y avoir une zone d'innovation. Oui, d'innovation, mais aussi plus loin du résidentiel. Oui. Et ça, je pense que c'est une bonne idée, mais pas près du ruisseau de la Brasserie. Parce que pour moi, c'est un joyau du centre-ville, le ruisseau de la Brasserie, et il doit y avoir une distance entre le bâti et le ruisseau de la Brasserie. Tout ce qui est cours d'eau, là, il faut les mettre en valeur. Mais le secteur en fait, la fonderie, je dois vous dire qu'on a eu des consultations après la fusion. Et là, on est 20 ans plus tard.
et il n'y a rien qui a bougé. C'est un peu la même chose pour le ruisseau de la brasserie. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de tentative, c'est toute la problématique des terrains contaminés. Oui. Et ça, il faut savoir notre histoire. Oui. Quand les gens disent, oui, mais comment ça se fait que ces terrains-là sont contaminés? Ben oui, mais il faut savoir qu'en 1900, Hull était le 3e pôle économique du Québec. Et tout le long du ruisseau de la brasserie, c'était des bâtiments industriels. Alors, c'est pour ça que les terrains sont contaminés, là. Alors, ça, c'est lié à notre histoire. Et c'est la poule et l'œuf. Quand les terrains ne seront pas décontaminés, on ne pourra pas les développer. Exactement. Et là, on ne peut pas les développer parce que les terrains sont contaminés. Mais là, il y a une nouvelle. Là. Il semble que la Commission de la capitale nationale va décontaminer les terrains. Alors, ça, c'est quelque chose de très positif. Mais ça, c'est les terrains contaminés. Là. C'est vraiment un bel exemple que si on ne connaît pas l'histoire de Gatineau, du Grand Gatineau, du Vieux Hull, si on ne connaît pas l'histoire de l'Outaouais, ben, on ne comprend pas pourquoi il y a cette situation actuelle là, qu'il y ait tant de terrains contaminés dans le Vieux-Hull. Ben, c'est notre patrimoine industriel, c'est notre passé industriel. Exactement, et qui est quand même un bon passé, même si ça s'est transformé aujourd'hui, à ce qu'on a eu plus de connaissances, de savoir que les contaminants ne sont pas bons pour les humains. Donc, mais quand même, au moment où ça se faisait, c'était économiquement rentable et bien fait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter de construire sur des terrains sans les décontaminer. Et surtout, cette histoire-là dont vous parlez, je pense que c'est aussi la responsabilité de nous et de la ville, des élus, de l'administration, de la transmettre aux Gatinois, Gatinoises. Les outils qu'on a aujourd'hui, parce que là, je saute sur la question que vous venez de dire, les outils qu'on a aujourd'hui pour transmettre l'histoire, est-ce que dans notre grande ville, 4e ville, grande ville unifiée, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Là? Est-ce que c'est suffisant, que ce soit à travers les écoles ou à travers les séances d'information ou à travers d'autres types d'outils? Pensez-vous que c'est assez? Ben, écoutez, un défenseur du patrimoine, un historien, un archiviste va vous dire que ce n'est jamais assez. Alors que... Une note positive. Il y a quand même une nette amélioration parce que maintenant, vous vous promenez dans le centre-ville et on vient tout juste d'ajouter de beaux panneaux d'interprétation. Alors, on essaie là, de faire plus connaître le patrimoine du coin. Ensuite, si on regarde le quartier du musée, ça, c'est vraiment, il n'y a rien de plus positif là, que la création du quartier du musée. Vous avez les panneaux de rue maintenant, on indique pourquoi. Par exemple, Élisabeth Bruyère, mère Élisabeth Bruyère, on va écrire fondatrice des Sœurs de la Charité. Alors, il y a des tentatives, mais c'est au niveau, je pense actuellement, au niveau de l'éducation dans les écoles et la transmission aussi des parents. Est-ce que les parents amène les jeunes vers les lieux historiques, vers les centres d'archives, les musées. Puis, je vais vous donner un exemple tout récent. Je suis allé donner une causerie à l'UQO. C'est des jeunes, la plupart de la région, et c'était sur Joe Montferrand, la plus grande figure légendaire de l'Outaouais. Et l'enseignante, elle me dit, « Oh, j'ai été surpris, il n'y a pas beaucoup de mes étudiants qui connaissent Joe Montferrand. » Alors, je vais donner la conférence et à un moment donné, je dis que c'est Wilfrid Laurier, premier francophone à devenir premier ministre du Canada, a déjà écrit qu'après Papineau, Montferrand était celui qui était le plus connu en Amérique française. Et je demande aux jeunes, connaissez-vous Papineau? Et il n'y en a pas un seul qui connaissait Louis-Joseph Papineau, Saillard de la Petite Nation. Et il y a une jeune dame qui me dit « Ah oui, moi j'habite à Tursault, mais j'ai déjà entendu ce nom-là et je ne le connais pas. » Bien, comment ça se fait qu'on est en Outaouais et que les gens qui viennent d'ici sont à l'université et ils ne connaissent pas Louis-Joseph Papineau, la Seigneur de la Petite Nation. Quand il y a la fête des Patriotes au mois de mai, on parle beaucoup de Louis-Joseph Papineau. Dans notre toponymie, Papineau, Louis-Joseph. Alors, c'est là que je vois que, comme historien, là, je me dis,
comment ça se fait qu'on connaît si peu l'histoire de notre région? Ouais. Et c'est pour ça, moi, que je fais tant de visites guidées, que j'écris des articles sur la région. Il faut plus valoriser notre histoire régionale. Ouais. Ici, le fait là, que de l'autre côté, Ottawa soit la capitale, Ouais. on met beaucoup, beaucoup l'accent sur l'histoire nationale. Ouais. Puis on a raison, mais on néglige notre histoire régionale, notre histoire locale. Et c'est pour ça que moi, ça va faire bientôt 50 ans que je travaille. En fait, c'est mon premier but, là, de développer un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance. Et ça passe par une diffusion de l'histoire et la protection de notre patrimoine également. C'est ça qui bâtit l'identité gatinoise. Gatinoise d'abord, mais aussi régionale, outaouaise. L'enseignement aussi de l'histoire locale, il faudra aller voir dans nos écoles comment ça se passe. Est-ce qu'on enseigne l'histoire du Québec et on consacre peu de temps à l'histoire locale et régionale? Bien, moi, j'ai déjà eu un appel de la responsable du programme en sciences humaines au Cégep et elle m'a dit « Je me rends compte que nos jeunes quittent le Cégep et ne connaissent absolument rien de l'histoire et du patrimoine de la ville. Accepteriez-vous de faire des visites guidées? » Et j'ai fait ces visites-là, Ruisseau de la Brasserie, la rue Garneau, pour qu'on voit des maisons allumettes, à plus de 2000 étudiants du Cégep. Voilà. Mais malheureusement, vous savez qu'avec les coupures, il y a eu des coupes budgétaires et on a coupé ces sorties-là à l'extérieur et je trouve ça très, très malheureux parce que... Et dommageable, moi je dirais, dommageable pour l'identité gatinoise, québécoise, outaouaise, mais en même temps aussi, c'est aussi des partenariats à bâtir. Oui. Vous le faites bénévolement, vous le faites parce que vous avez encore l'énergie et la volonté et il y a la relève, vous l'avez dit tantôt, oui, mais c'est aussi le partenariat entre la ville et les commissions scolaires. Et surtout que ça commence aussi au bas âge. Vous savez, je vois les jeunes qui vont dans les activités pour l'Halloween ou ailleurs, c'est bien, mais on peut aussi venir au centre-ville, visiter le patrimoine du centre-ville ou même à l'extérieur de la ville pour voir l'histoire au niveau des cimetières, par exemple. Tout à fait. Mais je dois quand même dire que la ville a un très beau programme, très beau partenariat avec les organismes du patrimoine pour les visites guidées. Oui. C'est incroyable le nombre. Je dis visites guidées, mais il y a aussi de l'animation historique pendant l'été. Et je dois vous dire que mes amis d'Ottawa nous envient parce que la ville d'Ottawa n'a pas ce genre. C'est un organisme privé, bénévole, là, c'est Héritage Ottawa. Mais les gens doivent payer pour assister à ces visites-là. Mais grâce au programme de la ville, ça, il faut vraiment là, le service de la culture des arts et des lettres là, fait un beau travail. On a vraiment un beau partenariat là. À ce niveau-là, là, ça fonctionne très, très bien. Et si on veut un modèle, ce qu'on fait à Gatineau pourrait servir à beaucoup d'autres villes. Je dis toujours à Gatineau, où le bas blesse, c'est la protection du patrimoine bâti, mais la diffusion, ça, c'est très fort. Sauf que j'essaie d'expliquer que un jour, si on ne préserve pas nos bâtiments, moi, je ne veux pas faire des visites guidées avec seulement des panneaux puis des photos où les bâtiments ont été démolis. Pourquoi est-ce que cet été, là, j'ai fait une dizaine de visites, 12 dans le quartier du musée, et les gens ont un beau patrimoine à voir. Ils apprécient, ils sont fiers. Tout à fait. Mais pour rester encore sur le thème du tourisme et de l'émerveillement face à notre centre-ville, j'ai parlé tantôt de l'Arena Guertin, mais l'Arena Guertin aussi cohabite avec les campements. Alors, notre centre-ville, on a beau vanter notre patrimoine, et qu'on doit vanter d'ailleurs parce que c'est une fierté totale, mais comment on met ça en valeur, notre patrimoine et notre belle histoire, quand on voit les campements au centre-ville des personnes en situation d'itinérance? Comme historien et monsieur du patrimoine, qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous interpelle beaucoup. Et actuellement, on se dit, on aurait dû voir ça venir. Alors là, ça déborde. Il y a à Gatineau, mais je suis allé à Maniwaki, juste pour un dossier du patrimoine. Et l'ancien golf, maintenant, c'est un parc municipal. Et à Maniwaki, dans la forêt,
J'ai vu des tentes avec des cordes à linge, avec du linge à Maniwaki. Alors, ça t'interpelle parce que l'an passé, je suis allé marcher dans le même parc et il n'y avait pas de tente, là. L'année passée. Oui, alors c'est pas un problème seulement qu'à Gatineau, mais on pense que c'est un phénomène juste de grande ville, mais ça commence à être partout. Alors, c'est presque, on dit que l'histoire, c'est un éternel recommencement. C'est pas vrai, là, mais entre les deux guerres, là, quand il y a eu la grande crise, là, ben, tout le long du ruisseau de la Brasserie, là, on appelait ça les favelas. Là. Il y a des gens qui vivaient comme ça aussi. À l'époque, c'était plus des petites cabanes, là, parce qu'on avait moins de tentes, mais il y a eu ça, et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une commission de la ville, et il y a vraiment eu une prise en charge, et c'est là qu'on a construit des maisons pour héberger, et là, on a tout enlevé. Quand on voit les photos, là, on a l'impression que c'est des bâtiments... On ne peut pas s'imaginer qu'il y avait ça à Hull à cette époque-là. Alors, ce qu'on vit présentement, on l'a déjà vécu pendant les années 30 et pendant la guerre, puis après, dans les années 50, il y a vraiment eu une prise de conscience. La ville est intervenue, puis j'imagine, je ne sais pas si à l'époque, les gouvernements sont intervenus aussi, mais on a fait quelque chose parce que c'était inadmissible qu'à Hull, on retrouve ce genre de bâtiment près du ruisseau. Et là, c'est un retour. On le voit quand on est sur le boulevard des Allumetières, mais moi, j'ai passé en vélo tout le long de la piste cyclable. Il y en a partout. Ça t'interpelle beaucoup. Mais là, il semble y avoir un réveil, là. Mais il était temps. Et il y a un réveil. Est-ce qu'il y a une solution? Ça, c'est une autre histoire, justement, mais on verra parce que c'est une responsabilité partagée, je dirais d'ailleurs, plus une responsabilité provinciale. Ben oui. Même si nous aussi, ça nous interpelle parce que c'est dans notre ville, dans notre centre-ville, et c'est notre monde. C'est nos gens, nous, là. C'est pas... on pense que les personnes en situation d'itinérance, ce sont des citoyens à part entière. Donc, ça nous interpelle. Mais justement, le programme particulier d'urbanisme qui a été adopté en 2010, ça fait un bout, parlait de repeupler le centre-ville, mais il ne parlait pas de repeupler le centre-ville avec les campements. Là. C'est parce que je fais le lien. Je fais le lien, pas pour dire que c'est la même chose. Mais ces objectifs-là n'ont pas été atteints, alors qu'en réalité, on voit que, par exemple, en termes d'emploi, surtout avec le fédéral, les emplois ont augmenté. Surtout ça, c'est avant la pandémie, entre 2011 et 2016. Mais le peuplement du centre-ville, ce n'est pas quelque chose de réussi encore. Et on essaie quand même de densifier, ça se construit. Mais ma question est, est-ce que, surtout vous, comme défenseurs du patrimoine, et vous participez à densifier le centre-ville de la façon que vous l'imaginez. Il y a aussi des entrepreneurs qui le font à la façon qu'ils l'imaginent aussi. Est-ce que la densification, vous trouvez qu'elle se fait avec une acceptabilité sociale suffisante? Actuellement, c'est qu'on a un dilemme. Le mot densifier est très à la mode. On reconnaît qu'il faut densifier, mais est-ce qu'on doit le faire au détriment du patrimoine historique, du patrimoine qui est déjà bâti? J'arrive de France. Là. Alors, il y a des villes qui sont très densifiées. Je vais vous donner Bordeaux, La Rochelle, mais le centre-ville, on ne construit pas de tours dans le centre-ville. C'est limité. Mais les tours, on les voit au loin, mais ils ne sont pas dans les noyaux historiques. Et ici, une partie du Viol, c'est le noyau historique de Gatineau. Et c'est là que les défenseurs du patrimoine disent oui, la densification, mais pas au détriment du patrimoine bâti. Et il ne faut pas démolir des quartiers historiques où on a déjà des bâtiments plus que centenaires et pas toujours des châteaux, là, parce que nous, ici, on a un patrimoine, bien sûr, de la bourgeoisie là, francophone. C'est le quartier du musée. Anglophone, c'est Anson, le village d'Argentine. Mais nous, on a un patrimoine ouvrier qui est très important, puis c'est nos petites maisons allumettes. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais voyons, c'est pas du patrimoine, ça, parce qu'il y a trop de gens qui s'imaginent que le patrimoine, c'est des maisons en pierre, c'est des maisons en briques. Comme à Québec.
comme Oui, la mais ville de Québec. ça ici, là, Mhm. c'était les maisons à peu près de 1 ou 2% de la population. C'était l'élite. Alors qu'on a un patrimoine ouvrier, il faut le préserver. Alors, je pense que ça, c'est fondamental. On ne doit pas densifier au détriment du patrimoine historique. Et là, on revient à ce que je disais tantôt. Il faut densifier, oui, mais construire où on a les stationnements, où on a des maisons abandonnées ou des lieux identifiés. Il y a encore quelques maisons allumettes sur le boulevard des Allumetières. Ben, on sait qu'elles vont disparaître parce que le boulevard des Allumetières, le boulevard Maisonneuve, dès qu'on est à partir de Sacré-Cœur, Oui. au fil du temps, je les ai vus, toutes ces tours-là qui sont... Alors, ce secteur-là, je pense que il est identifié pour les tours. Vous êtes sur la rue Laurier. On le voit aussi de plus en plus de tours. Alors, identifions des lieux. Tantôt, on a parlé en arrière de la fonderie. Je pense qu'il y aurait lieu, mais il faut préserver le centre historique là, où on a des bâtiments centenaires, identitaires. Et c'est là que naturellement, les promoteurs sont là pour construire, les défenseurs du patrimoine, la Société d'histoire de l'Outaouais est là pour préserver les bâtiments. Et comment réconcilier ça? Ben, c'est ça qui est très difficile. Et encore une fois, je vais vous ramener à notre histoire. Nous, le fait qu'on a une grande partie du centre-ville qui a été détruit en 1900, presque la moitié de la ville a brûlé le 26 avril 1900. Puis ensuite, ben, on a eu à la fin des années 60, début 70, les expropriations pour construire l'édifice du Montferrand et la cité fédérale. Alors, 2 destructions massives dans notre centre-ville. On dit, mais ce qui a été préservé, il faut le garder pour les générations à venir. Et on voit qu'on peut combiner les deux. Place Aubry, il y a beaucoup de bâtiments historiques à cet endroit-là. Ben, il y a beaucoup de vie. Les touristes y vont, pas assez, mais les gens du coin de la ville y vont. Et à ce moment-là, on peut préserver. Mais même encore dans ce coin-là, il y a au bout de Laval, il y a un grand stationnement, là, aussi. Là. Ils sont pas loin, les stationnements. Là. Je fais juste voir visuellement, puis j'en vois quelques-uns. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas en priorité sur ces stationnements-là au lieu de demander des permis de démolition pour nos petites maisons allumettes? C'est certain que ce n'est pas toutes les maisons allumettes qui ont une valeur, mais il faut protéger des ensembles et une qui a fait beaucoup de bruit, là, sur la rue Notre-Dame de Lille. C'est une des rares maisons allumettes qui a gardé toute son authenticité et il y a eu tout le débat qui continue d'ailleurs. Puis, c'est dur à expliquer aux gens que cette petite maison allumette très authentique a une grande valeur patrimoniale parce que, je vous l'ai dit tantôt, on identifie trop le patrimoine à nos beaux bâtiments, nos églises, nos châteaux. Les églises, c'est nos châteaux. Nous, malheureusement, l'église Notre-Dame a brûlé, mais il reste le presbytère. Et heureusement, la ville l'a cité. Là. On sait que le bâtiment ne pourrait pas être démoli. Alors, c'est un grand défi, mais... Est-ce qu'il faudra citer toutes les maisons allumettes qui semblent avoir la valeur ou qui ont la valeur? Est-ce qu'il faudra faire une étude d'évaluation justement de la valeur patrimoniale pour les protéger? Parce que la discussion actuelle, c'est oui ou non, on détruit, on démolit. Ce n'est pas... Prouvez-nous que la valeur est là. Ben, la ville a commandé une étude et je pense qu'on s'entend tous là, dans le domaine du patrimoine. C'est des ensembles qu'il faut protéger. Pas juste une maison, parce qu'on se retrouve toujours avec un débat. Il y a constamment une demande pour une maison allumette et certaines ont plus de valeur que d'autres. Si la maison allumette, elle a été complètement transformée, est-ce qu'elle a gardé sa valeur patrimoniale? Là? Quel est son, on appelle ça, d'authenticité, si elle a été complètement modifiée? Mais une fois qu'on aura
identifier des secteurs. Par exemple, il y en a beaucoup sur la rue Garneau, il y en a beaucoup sur la rue Charlevoix. Et moi, j'ai un rêve. On a quelques petites maisons authentiques là, qui sont encore en bois. 57 rue de la Nodière, qui est citée d'ailleurs. Et il y en a un Garneau. Moi, je dis, pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas une qui servirait de modèle? Ce serait un genre de maison où on mettrait en valeur les allumetières, parce que les allumetières habitaient dans ces maisons-là. C'était des gens qui travaillaient pour la EBIED. Comment vivait une famille qui travaillait à la EBIED et des allumetières? Comment ils vivaient en 1900? Alors, ces maisons-là on pourrait les faire revivre, mais aussi avec de l'interprétation. Et j'ai eu cette idée-là en allant à Val-d'Or. Il y a le village de la mine. Il y a toutes les petites maisons de miniers. Elles sont habitées, mais il y en a une que l'on peut visiter et on voit comment vivaient les mineurs au temps où on exploitait les mines à Val-d'Or. Alors ça, c'est un beau rêve là, qu'on puisse visiter une maison allumette. Est-ce qu'au bout de cette étude-là commandée par la Ville, ce ne serait pas le bon moment de justement aussi mettre en place un plan de valorisation? Et quand je dis valorisation, moi, ce n'est pas seulement le bâtiment là, en tant que tel, c'est aussi la découverte faite par les touristes, par les Gatineaux, à venir voir et à apprendre sur ces ensembles identifiés. Parce que pour moi, ça ne sert absolument pas à grand-chose de garder le patrimoine bâti sans le faire valoriser par les personnes qui voient et qui entendent ce qui est derrière ce patrimoine. Parce que c'est comme ça que les gens s'opposent à des choses parce qu'ils ne connaissent pas à quoi ils s'opposent. Est-ce que ça a du sens? Bien, ça a beaucoup de sens. C'est les allumetières. On a le boulevard des allumetières. Il y a 100 ans, Hull était, on dit, la capitale mondiale des allumettes, mais disons capitale de l'Empire britannique. On a quelque chose d'unique ici, là. Les allumetières, ça fascine les gens. Puis c'est ici, d'ailleurs, Kathleen Durocher, qui est une de mes boursières à l'Université d'Ottawa, vient de publier un très beau livre sur les allumetières. Et on découvre que c'est unique à notre région, ça. Et il y a une fascination pour les allumetières. Alors, je suis certain que si on développait, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est public, mais l'an prochain, ça va être le 100e anniversaire de la fameuse grève des allumetières à la EBIED. Et la Ville va développer tout un programme pour mettre en valeur les allumetières, le rôle des femmes dans le monde syndical. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et dans notre toponymie, là, on va avoir place des contre-maîtresses. Pensez-vous que c'est pas bien choisi? D'ailleurs, la commission de toponymie a toujours des coups de cœur à chaque année, puis on peut voter. On fait un choix de 12 noms et place des contre-maîtresses était finaliste. Alors ça, c'est une fierté. Puis il va y avoir le nom d'une allumetière qui a été attaquée là, par la nécrose maxillaire, là, le fameux cancer là, qui était dû parce qu'on trempait les allumettes dans du phosphore blanc. Alors, les gens sont fascinés par tout ça. Quand je vous dis qu'ici, il y a un potentiel extraordinaire dans le Vieux-Hall, notre histoire est unique, mais elle n'est pas assez connue et elle peut aussi intéresser des touristes. Nous, quand on va ailleurs, c'est pour découvrir. Ben oui. Alors, quand on vient ici, là, ben, c'est la même chose, mais il faut le mettre en valeur, il faut le faire connaître. Qu'est-ce qu'on peut faire avec par exemple, la Chambre de commerce en termes de sensibilisation de nos entrepreneurs? Des fois, ils viennent de la Chambre de commerce, des fois, ils viennent de l'extérieur aussi. Ou même, qu'est-ce que la Ville peut faire pour, en amont, à sensibiliser les gens par rapport... Parce que je trouve que c'est peut-être un peu tard, une fois que l'entrepreneur ou l'investisseur a déjà acheté la petite maison, et que dans son intention de départ était de détruire la petite maison et que la surprise est de lui dire les citoyens sont opposés. Quand la petite maison est déjà citée, là, c'est clair et net que écoute, quand on achète, on le sait. Mais quelle relation on devrait construire entre la Chambre de commerce et les entrepreneurs en général et la Ville pour être un petit peu en amont? Oui, mais déjà, je vais préciser quelque chose de très important.
des maisons allumettes citées protégées, là, actuellement, il y en a une seule. C'est la maison 57 rue Lanaudière. J'ai préparé la demande de citation et vous en avez 2 qui sont sur la rue Hanson et qui font partie d'un site du patrimoine. OK. Alors, la perception peut-être la première chose à dire aux entrepreneurs, c'est qu'il n'y a pas tant de bâtiments patrimoniaux qui sont protégés à Gatineau et que par le passé, vous avez presque toujours obtenu vos permis de démolition. Il faudrait que vous soyez plus sensible à la protection de notre patrimoine. Et le rôle de la ville, c'est d'être plus proactive pour la citation et la création de sites du patrimoine. Okay. Et les plus beaux quartiers de la ville, là, quartier du Moulin, quartier du Musée, le Vieux-Elmer, le secteur du Ruisseau de la Brasserie, Pointe-Gatineau, il y a eu des belles choses de fait. Tout ça, pourquoi est-ce que c'est si beau? Pourquoi les gens vont dans ces quartiers-là? C'est parce qu'on a créé des sites du patrimoine. Alors, on a besoin de plus de protection. Et moi, je sursaute quand j'entends les promoteurs, la Chambre de commerce, de dire que Ville de Gatineau protège trop son patrimoine. C'est toujours la même chanson. On ne peut pas construire. La réalité n'est pas là. Regardez tout ce qui a été démoli depuis 30 ans. C'est très rare, finalement, que les entrepreneurs n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Des fois, ça prend du temps, mais à la longue, il y a des exceptions, certainement, mais je trouve que par le passé, la Ville a été beaucoup plus près des promoteurs que des défenseurs du patrimoine. Et je suis président depuis plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Et je peux vous en donner des exemples où finalement on s'est opposé et nos objections n'ont pas été retenues. Vous savez, même le quartier du Musée, il y a des gens qui disaient non, ça n'a aucune valeur. Même le quartier du musée. Et même le quartier du musée, mais c'est parce que ces gens-là n'avaient pas fait une visite avec moi. Une fois qu'ils ont fait la visite guidée, ils comprennent très bien pourquoi on a créé le site du patrimoine du quartier du musée, mais ça n'a pas été facile. Et c'est justement ça, moi, mon point. C'est vraiment que des fois, le dialogue... en amont toujours, parce qu'il ne peut pas y avoir le dialogue une fois qu'on est rendu à on détruit pas. Ça, c'est pas un dialogue. Ça, c'est c'est les deux parts. Mais c'est vraiment en amont où on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas avoir justement ces initiatives-là où on va négocier avec la Chambre de commerce et dire, venez donc, on va vous, même si ce n'est pas cité les maisons allumettes, venez, on va faire une visite, on va vous expliquer. Vous n'êtes peut-être même pas obligé de venir sur place, mais on peut venir vous voir, on va vous expliquer ce que c'est. Parce que j'ai comme impression, moi, ça fait 2 ans que je suis élue et j'ai l'impression que quand on est rendu à voter, c'est trop tard, là. C'est trop tard d'un côté, comme qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est trop tard parce que c'est d'autres intérêts finalement qui s'expriment. Ce n'est plus les intérêts de dialogue, ce n'est plus les intérêts de patrimoine. On a une confrontation entre les intérêts économiques et les intérêts sociaux, mais en même temps, l'un est tributaire de l'autre. On ne peut pas faire l'économie sans le social, on ne peut pas faire le social sans l'économie. Donc, moi, je me dis, est-ce que la Société d'histoire de l'Outaouais pourrait explorer ce genre de dialogue avec la ville et avec les gens d'affaires, peut-être très, très, très en avance? Évidemment, la ville doit travailler à la citation, ça, c'est pas un problème. C'est ça que je me demande. Moi, je suis ouvert en tout temps à faire des visites guidées de nos quartiers patrimoniaux, que ce soit aux gens d'affaires, à la population, et de comprendre, c'est quand on crée un site du patrimoine, c'est là qu'on protège des ensembles. Alors, où la ville doit être plus proactive, c'est avec des citations et la création de sites du patrimoine et aussi, je sais qu'il y a des programmes d'aide pour aider les propriétaires dans les sites du patrimoine ou quand les bâtiments sont cités, mais les commentaires que j'entends, c'est que c'est lent. Il semble qu'on est débordé au service d'urbanisme, il y a manque de personnel. Puis aussi, un rôle que la ville peut jouer, c'est faire respecter ses règlements. Il y a beaucoup de règlements en patrimoine, mais on a un cas qui a fait beaucoup de bruit
pendant la COVID ou juste avant, on a démoli la plus belle corniche patrimoniale de la ville de Gatineau sur Laval, ancien 4 jeudis. Il y a eu une résolution du conseil municipal pour que la corniche soit refaite et il n'y a rien qui bouge. Et là, est-ce qu'on va attendre 12 ans, comme on dit que ça fait depuis 12 ans? Il y a des règlements. Vous, les élus, vous votez des règlements, mais après, on ne les applique pas. Puis je sais que c'est pas facile. Il y a toujours une résistance des propriétaires, puis on menace de poursuivre la ville, puis le juridique. Alors, c'est pas facile, les dossiers du patrimoine, mais nous, les sociétés d'histoire du patrimoine, on peut pas embaucher des avocats pour contester quand la ville refuse de protéger le bâtiment. Absolument. Mais les gens d'affaires, eux, ont les moyens. Et moi, je dis toujours, être protecteur du patrimoine, c'est comme David et Goliath. Il n'y a vraiment pas le même. Et à une séance du conseil, il y a un conseiller qui a demandé si on était payé pour venir s'opposer à la démolition. Ben non, on fait ça bénévolement, là. C'est une question. On ne peut pas comprendre de l'autre côté qu'il y a des gens qui veulent préserver le patrimoine de Gatineau, puis on fait pas ça pour l'argent. Ça nous rapporte rien, au contraire. Mais nous vous comprenons. Nous vous comprenons, c'est juste que la vie de société, c'est aussi des interactions et ça finit par arriver à force d'en parler. Et c'est d'ailleurs ça le but de mes podcasts, c'est d'essayer moi aussi de faire ma petite partie dans le vivre ensemble. Et c'est vrai, c'est le vivre ensemble parce que le patrimoine fait partie aussi. Mais pour terminer, qu'est-ce que vous pensez justement de ce dialogue-là qui se passe autour du comité de démolition et des appels de démolition? Et ce sera notre dernier mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, si je regarde les dernières années, c'est presque échec après échec. Alors, je pense que dans certains cas, on ne va même plus contester parce que même des bâtiments qu'on a une évaluation forte, les promoteurs obtiennent quand même le permis de démolition parce que dès que il y a plusieurs niveaux, là, mais dès que c'est faible, on n'intervient plus. Mais là, on a des bâtiments qui c'est fort, où l'évaluation c'est forte, supérieure, puis on détruit quand même. Alors, c'est un peu décourageant actuellement. Là. Il y a eu toute une série de démolitions. Puis c'est un peu décourageant pour la ville aussi parce que dans un des cas des maisons allumettes, la ville s'est tenue debout, a refusé d'obtenir le permis de démolition. Et là, récemment, on apprend que la firme poursuit la ville de Gatineau. Alors, vous entrez dans un engrenage et là, je réalise que si moi j'étais élu, là, et je me dis, est-ce qu'on veut embarquer la ville dans un processus judiciaire qui va coûter des milliers de dollars aux contribuables? Alors, je pense que votre approche, si on pouvait sensibiliser les promoteurs avant, mais ne pensez pas qu'on ne le fait pas. Mais est-ce qu'on nous écoute? Ça, c'est une autre histoire. Sincèrement, ça peut aussi être que proactivement, la ville puisse, quand on voit que c'est dans un secteur que l'autre projet va être sensible, mais c'est vrai, c'est des demandes privées, mais quand même, la ville peut dire, vous savez, là où vous voulez aller, il y a déjà la Société de l'Histoire, il y a déjà tel organisme qui défend le patrimoine de cet endroit-là. Peut-être penser avant même d'acheter, même avant, penser à aller les rencontrer, puis le dialogue pourrait commencer là. Oui, ça, je pourrais vous donner un exemple. Au début, où la corporation n'était pas du tout au courant de la valeur historique et patrimoine, c'est la maison du gardien du cimetière Notre-Dame. Et une fois que la maison a été restaurée, ben, on a dit merci à la Société d'histoire de l'Outaouais, merci à la ville de ne pas avoir accordé le permis de démolition. On est fiers maintenant de notre maison. Alors, utilisons ces exemples où on voit qu'au départ, les propriétaires, la corporation n'avaient pas saisi l'importance historique. La maison n'avait pas été bien entretenue. Maintenant qu'elle est restaurée,
la corporation est vraiment, les Jardins du Souvenir sont vraiment très fiers de leur maison. Alors ça, c'est une belle victoire. Vous en faites beaucoup et vous en faites beaucoup pour nous, pour l'identité québécoise, pour l'identité gatinoise, pour l'identité outaouaise. Monsieur Prévost, vous avez reçu beaucoup de prix, mais je vais vous dire que vous avez le prix de mon cœur. Sincèrement, merci et surtout merci pour le travail que vous faites au centre-ville. C'est ce travail-là qui va nous permettre de nous émerveiller plus encore dans les années à venir. Et merci d'avoir accepté de venir me rencontrer pour ce podcast. Et pour les gens qui vont nous écouter, qui vont écouter le podcast, je vous remercie. Et n'importe quand, envoyez-moi vos questions. Et mon prochain podcast va porter encore une fois sur le centre-ville, comme vous le savez. Et ce sera encore une fois de parler des actions qui se passent au centre-ville et comment on peut tous collaborer pour nous assurer que Gatineau soit uni autour d'un seul centre-ville sans nécessairement oublier de protéger toutes les autres parties de la ville. Mais le centre-ville, c'est notre noyau, c'est notre centre, donc on doit s'assurer qu'il se développe de la bonne façon. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.